Il a vu le jour le 22 juin 1903 à Indianapolis, en Indiana. Il a perdu sa mère alors qu'il n'était âgé que de 3 ans. Les relations avec son père ont toujours été tendues. À son adolescence, il était un jeune garçon rebelle qui défiait constamment l'autorité. Il quitta l'école contre l'avis de son père pour travailler en usine. Mais il n'était pas plus heureux. Il s'ennuyait rapidement et passait des nuits entières à l'extérieur. Une violence sommeillait avec ce jeune homme, en rupture complète avec la société. Bientôt, l'Amérique entière finirait par entendre parler de lui. Voici l'histoire de l'un des gangsters les plus violents de son époque, John Dillinger. Le père de John Dillinger se nommait John Wilson Dillinger. Il était épicier et un homme reconnu pour sa sévérité. Sa mère se nommait Mary Ellen Lancaster. Elle va mourir en 1907, laissant John 3 ans et sa sœur Audrey 18 ans orphelins. Audrey va se marier la même année avec Emmett Fred Hancock et son petit frère John va demeurer avec elle pour un certain temps. Quelques années plus tard, John Wilson Dillinger va se remarier et John retourne auprès de lui en 1912. Wilson Dillinger va constater que son fils amène les ennuis avec lui. Il critique sa belle-mère, Elizabeth Fields, qui n'a aucune autorité sur lui. John est âgé d'à peine 10 ans. Il intimide déjà ses compagnons de classe et défie constamment l'autorité. Il va fréquenter l'école jusqu'à la fin de son adolescence. Il est violent. Il attaque souvent les plus petits que lui. Il se bat souvent avec ceux qui veulent le défier. Il commet même quelques vols. Un juge va le sermonner durement, mais rien ne va changer. John Dillinger est de ceux qu'il ne faut pas sermonner. Dillinger quitta l'école pour travailler dans un atelier d'usinage. Le travail et les responsabilités pourraient peut-être faire en sorte de le changer et de donner un sens à sa vie. John est un bon travailleur, mais il demeurait indiscipliné dans sa vie. Il demeurait des nuits entières à l'extérieur avec ses amis, où souvent il était confronté avec les forces policières. Son père décide d'un changement de vie pour son fils qui est encore d'âge mineur. Il décide de déménager à Morrisville, un petit village de campagne d'à peine 1000 habitants. Il veut éloigner John de la grande ville. Il espère que les habitudes du jeune homme vont changer. Mais il est déjà trop tard. Dillinger fils est ingérable. Peu importe ce que son père fera pour lui, John le rejettera. En 1922, à l'âge de 19 ans, il vole une voiture et c'est la rupture avec son père. John fait quelques mois de prison. À sa sortie, il s'engage dans la marine des États-Unis. Il ne parvient pas à se débarrasser de ses démons. Il a des ennuis avec les autres matelots. Il ne parvient aucunement à s'adapter et n'accepte aucune autorité. John Dillinger est tout simplement un homme asocial. Il profite d'un accostage à Boston pour s'enfuir et déserter. En 1924, il revient à Morrisville. Il est âgé de 21 ans. Il épouse une jeune fille de 16 ans, Beryl Obvious. Elle tombe amoureuse du jeune homme, qui se conduit comme un vrai gentleman. Elle était loin de se douter qu'elle s'était éprise du diable en personne, qui était parvenu à lui cacher sa vraie nature. Elle aura bientôt une grande surprise. John amène sa nouvelle épouse à Indianapolis. Ils commencent leur vie dans la grande ville. Il ne trouve pas de travail. On peut se questionner s'il veut vraiment être sous les ordres de quelqu'un. Il décide de revenir à Morrisville. Bientôt, il rejoint Ed Singleton, un autre voyou. Les deux hommes tentent de cambrioler une épicerie, mais ils échouent dans leur tentative.
Un prêtre a tout vu et dénonce les deux hommes aux autorités. Il donne une description détaillée et les policiers ne tardent pas à les retrouver. Singleton et Dillinger vont devoir subir un procès. Bien qu'il plaide non coupable, Singleton parvient à s'en sortir avec une peine de seulement 2 ans. Dillinger suit les conseils de son père et plaide coupable pour voie de fait et coups et blessures dans l'intention de voler. Il va recevoir une peine qui va le détruire. Des peines de 2 à 14 ans et de 10 à 20 ans à la prison d'État de l'Indiana vont faire en sorte qu'il va devenir un animal. Quelques mois après le mariage, Beryl Obvious a vu arriver la police qui arrêta son mari pour un complot dans un vol raté. Les premières années, elle rendait visite à John en prison, mais elle a fini par se lasser. En 1929, durant la détention de John, elle demande le divorce. Elle vivra le reste de sa vie avec une étiquette qui va toujours la poursuivre, l'ex-femme d'un grand criminel. Dillinger socialise en prison avec des criminels. Il s'instruit en lisant les bouquins d'Herman Lamb, alias le Baron, qui théorise sur le braquage, qui donne des conseils pour le repérage et une bonne préparation. La rapidité avec une fuite déjà prévue à l'avance. Dillinger s'instruit dans le mal. La prochaine fois, il ne sera pas arrêté pour un simple vol dans une petite ville de l'Indiana. Il est libéré le 10 mai 1933, après 9 ans et demi de détention. Il est révolté et plus enragé que jamais. Ce n'est plus seulement Morrisville et Indianapolis qui vont le connaître, c'est l'Amérique entière. Une vie criminelle qui en fera l'ennemi public numéro 1 va bientôt commencer. Le 10 juin 1933, il dévalise une banque de la National Bank of New Carlisle, en Ohio. Il se sauve avec une somme de 10 000 $. Le 14 août, c'est au tour de la banque de Bluffton de faire sa connaissance. Mais il est capturé par la police de Dayton le 22 septembre et se retrouve à la prison de Lima, toujours dans l'Ohio, dans l'attente d'un procès. Mais cette fois-ci, l'histoire sera bien différente. John Dillinger n'a pas l'intention de pourrir en prison comme la dernière fois. Dillinger est un être asocial qui ne respecte aucune règle. Il est incapable de se conformer à quelque autorité que ce soit. Mais en prison, il est un homme qui en impose, et il est rassembleur parmi des hommes qui sont à son image. 8 prisonniers se sont échappés de la prison d'État de l'Indiana avec des fusils de chasse, introduits clandestinement à l'intérieur du pénitencier. Le 12 octobre 1933, 4 de ces hommes se présentent à la prison de Lima. Ils prétendent être des agents qui ont pour mission de transférer John Dillinger à la prison d'État de l'Indiana. Le shérif Jesse Sarber est méfiant. Il demande des preuves de leur identité. Il est aussitôt abattu. Les 4 dangereux bandits libèrent leur ami John Dillinger. Le shérif Sarber agonise sur le sol et les 5 hommes prennent la fuite. John Dillinger et sa bande vont semer la terreur. Le bureau d'investigation, le futur FBI, se mêle de l'enquête et parvient à identifier les 4 hommes qui ont aidé Dillinger dans sa fuite. Il s'agit de Harry Pierpont,
un meurtrier et un braqueur de banque. Russell Clark, voleur et braqueur de banque. Charles Maclay, un criminel qui dissimulait ses activités en travaillant comme agent d'assurance. Et finalement, Harry Copeland, qui lui travaillait en retrait, mais fournissait les armes et les munitions. La bande de Dillinger est active et pille plusieurs banques. Les bandits poussent même l'audace en volant l'arsenal des policiers d'État dans l'Indiana. Ils dérobent plusieurs mitrailleuses, fusils, revolvers, d'importantes munitions et des gilets pare-balles. John Dillinger a déclaré la guerre à la société. De grands moyens devront être déployés pour l'arrêter, sinon le risque de voir des meurtres de masse est réel. Le 14 décembre, un détective de Chicago est abattu par la bande de Dillinger. En janvier 1934, un policier est tué à son tour lors du braquage de la First National Bank d'East Chicago. La bande se rend jusqu'en Floride, puis en Arizona. Une malchance va faire en sorte que les autorités vont les arrêter en janvier, lorsqu'un feu dans l'hôtel où Clark et Maclay se cachent se déclare. Toute la bande de Dillinger est connue à travers le pays. Des affiches avec promesses de récompenses sont placardées un peu partout, avec la conséquence que les pompiers reconnaissent immédiatement les bandits. Les policiers sont appelés en renfort et procèdent à l'arrestation de Russell Clark, Charles Maclay, John Dillinger et Harry Pierpont. Des armes et une somme de 25 000 $ sont saisies. Les activités de cette dangereuse bande de criminels sont terminées. Dillinger est emprisonné à la prison du comté de Crown Point, en Indiana, en attente de son procès pour meurtre du policier lors du vol de la banque de l'East Chicago. Le 3 mars 1934, John Dillinger n'a pas dit son dernier mot. Avec une parfaite imitation d'un revolver, il menace les gardiens qui lui ouvrent les portes de sa cellule. Il enferme les gardes et ses administrateurs. Il s'empare de 2 mitrailleuses et s'évade une autre fois. John Dillinger n'a plus rien à perdre. Qui pourra l'arrêter? Il est maintenant l'ennemi public numéro 1 au pays. Lorsqu'il s'évade, Dillinger commet une erreur qui aura de graves conséquences pour lui. Il vole la voiture du shérif et passe de l'Indiana vers l'Illinois. Le vol d'une voiture policière est un crime fédéral. Le bureau d'investigation ne se contentera plus d'identifier des noms. Il va s'impliquer activement pour arrêter John Dillinger. L'étau va se resserrer de plus en plus autour du criminel. Le cas John Dillinger est maintenant une affaire nationale. S'il est encore parvenu à s'évader, Dillinger se retrouve isolé pour un temps. Il ne peut plus que compter sur lui-même. Ses complices Pierpont, Maclay et Clark subissent un procès et sont reconnus coupables du meurtre du shérif Sarber. Harry Pierpont et Maclay sont condamnés à mort et Russell Clark à la prison à vie. Dillinger rejoint sa nouvelle amie, Evelyn Fréchette, qu'il avait connue dans un cabaret en novembre 1933. Le couple se rend incognito à Saint-Paul au Minnesota. Dillinger s'associe avec de nouveaux criminels endurcis comme Homer Van Meter, Tommy Carroll, Lester Babyface Nelson et Eddie Green, qui sont tous des braqueurs de banque. La bande est active et va continuer à sévir. Les agents fédéraux sont activement
à la recherche de Dillinger. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on parvienne à l'arrêter. Le 30 mars 1934, un agent finit par se rapprocher de Dillinger. Il parle à un propriétaire des appartements Lincoln à Saint-Paul qui a répondu aux appels des forces policières. L'homme signale un couple qui lui paraît très suspect. Ils se font appeler Monsieur et Madame Hellman. Ils sont très secrets, ils sont nerveux et ils interdisent l'entrée de leur appartement à tous. On croit tenir enfin John Dillinger. Une surveillance étroite de l'appartement est organisée. 2 hommes de loi frappent à la porte de l'appartement. Evelyn Fréchette répond, mais ferme aussitôt la porte. Les policiers vont bientôt encercler l'édifice. John Dillinger semble perdu, mais tel un chien enragé, il sort dans le couloir avec une mitraillette et ouvre le feu dans un vacarme terrifiant pour les autres résidents. Le couple parvient miraculeusement à s'enfuir. Ils se rendent jusqu'à l'appartement d'Eddie Green. Dillinger est blessé par balle, mais sa vie n'est pas en danger. Il était moins une pour Dillinger, qui avec une audace incroyable parvient à s'échapper d'une situation qui semblait sans issue. De leur côté, les policiers n'ont pas tout perdu. Dillinger, dans sa fuite, a laissé tout un arsenal dans son appartement qu'ils vont saisir. Quelques jours plus tard, le 3 avril, Eddie Green et sa compagne Bessie Skinner sont retrouvés. Green tente de se défendre, mais cette fois-ci les agents sont plus rapides que lui. Il est abattu et décède la semaine suivante à l'hôpital. Pendant ce temps, aussi vif qu'un chat, Dillinger, avec sa compagne, parvient à s'enfuir. Il retourne dans son patelin, Morrisville, en Indiana, où son père lui ouvre sa porte. Dillinger peut se reposer et guérir de sa blessure. Evelyn Fréchette se rend ensuite à Chicago, en toute discrétion pour visiter une amie. Elle est arrêtée par les agents fédéraux sous les yeux de Dillinger qui est tout près. Dillinger pense à intervenir, mais il se rend compte qu'il ne parviendra jamais à délivrer Fréchette. Il renonce et perd sa compagne qui va vivre de durs moments. Evelyn Fréchette est incarcérée à Saint-Paul, Minnesota. Elle est jugée pour complot en vue d'héberger un fugitif. Elle est reconnue coupable et écope une peine légère de 2 ans de prison. Un agent fédéral la passe à tabac pour la faire parler. On veut savoir où se trouve John Dillinger. Fréchette est une femme dure. Jamais elle ne trahira Dillinger. Les agents seront incapables de la faire parler. Dillinger ne ralentit pas ses activités. En compagnie de Homer Van Meter, il cambriole un commissariat à Varsovie, en Indiana. Encore une fois, il se refait un arsenal. Des gilets pare-balles et des armes à feu sont dérobés. Il est encore en position de faire des ravages. Pendant ce temps, les autorités s'impatientent. La presse pose des questions. Quand va-t-on parvenir à arrêter John Dillinger et ses complices? Il est insaisissable, il est prudent et il sort très peu. Une fois de plus, des informations solides parviennent aux agents fédéraux. On rapporte beaucoup d'activités dans la station balnéaire Bohemist Lodge, dans le Wisconsin. En effet, John Dillinger et Babyface Nelson sont sur les lieux. Une fois de plus, John Dillinger est repéré. Des agents se rendent sur les lieux et arrivent les phares éteints à la station. Malheureusement, les chiens sur place ont commencé à aboyer. Les tirs de mitraillettes commencent aussitôt à retentir. Babyface Nelson tient 3 otages dans un chalet
2 kilomètres plus loin, l'agent Carter Baum et un policier se rendent sur les lieux. Dès leur arrivée, Nelson ouvre le feu et tue Carter Baum pendant que le policier est blessé. Babyface parvient à s'enfuir dans sa Ford pendant que Dillinger et 5 complices réussissent à s'enfuir. Une autre fois, on localise Dillinger, mais on ne parvient pas à l'arrêter. Le directeur J. Edgar Hoover travaille avec l'agent spécial Samuel Coley pour le dossier John Dillinger. Plusieurs tentatives pour arrêter l'ennemi public numéro 1 ont avorté. Les pressions sont énormes. Il faut arrêter une bonne fois pour toutes Dillinger, qui se rit de tous et qui est sans limite dans sa vie criminelle. Ironie du sort, ce ne sont pas les enquêtes des agents fédéraux qui vont en finir avec Dillinger. Une prostituée qui veut régulariser sa situation avec l'immigration sera celle qui va causer la perte du criminel. Anna Campanas se fait connaître sous le nom de Anna Sage. Elle est une femme arrivée aux États-Unis depuis la Roumanie. Elle appelle les agents le 21 juillet 1934. Elle est une prostituée. Elle est considérée comme indésirable et est menacée d'expulsion. Elle sait où se trouve Dillinger. En échange d'argent et de l'assurance d'obtenir sa citoyenneté, elle est prête à aider les autorités. Le 19 juillet 1934, Anna Sage rencontre les agents Samuel Coley et Melvin Purvis qui ne lui font aucune promesse pour ses problèmes d'immigration. Tout au plus, ils ont promis qu'ils feraient tout en leur pouvoir pour l'aider. Sage se contente de cette promesse. Elle révèle aux 2 hommes qu'elle se rend parfois au Marlboro Theatre en compagnie de Dillinger et de sa petite amie du moment, Polly Hamilton. Quoique méfiants, les 2 hommes s'engagent sur les affirmations de Sage. Les policiers de Chicago sont mis de côté au profit de policiers de l'extérieur. Il n'est aucunement question de rater la cible Dillinger. Le 22 juillet, c'est le grand jour. Anna Sage avertit Coley qu'elle se rend au cinéma avec Dillinger. Mais elle ne sait pas encore à quel endroit. Ce sera soit le Marlboro Theatre ou le Biograph Theatre. Des agents sont postés aux 2 endroits. Melvin Purvis est à quelques mètres du Biograph Theatre. Dans un moment de grande tension, John Dillinger passe près de lui et le regarde. Purvis s'allume un cigare. Dillinger passe son chemin en compagnie d'Anna Sage et de Polly Hamilton. Il n'a aucun soupçon. Quelques secondes plus tard, Melvin Purvis sort son arme et crie « Johnny, nous t'avons encerclé !» Dillinger tente de se sauver et tente de sortir son arme tout en courant. Il n'a aucune chance. Au tournant d'une ruelle, il est atteint de 4 projectiles. Une balle mortelle l'a touché à la base du cou pour ressortir sous son œil droit. John Dillinger s'effondre. Les curieux s'attroupent rapidement. Les policiers les dispersent aussitôt. John Dillinger, trahi par Anna Sage, meurt dans la violence et le sang. On l'a déclaré officiellement décédé à l'hôpital Alexian Brothers, puis on l'amena à la morgue de Cook. Les forces policières ont accompagné son corps jusqu'à la frontière de l'Indiana. Sa sœur Audrey a reçu son corps à Morrisville et a identifié le corps. John Dillinger a été enterré le 25 juillet 1934 au cimetière de Crown Hill à Indianapolis. Ironiquement, les agents fédéraux Samuel Coley et Melvin Purvis, qui étaient ceux qui étaient parvenus à mettre fin aux activités de Dillinger,
sont décédés le 27 novembre 1934 lors d'une fusillade avec Babyface Nelson, complice de Dillinger, qui était maintenant devenu l'ennemi public numéro 1. Tous les personnages célèbres qui décèdent dans la violence ont droit à un aura de mystère et de légende. John Dillinger n'y a pas échappé. Peu après sa mort, on a avancé que l'homme tué près du Biograph Theater était un homme nommé Jimmy Lawrence. Cet homme aurait été utilisé pour simuler la mort de Dillinger. Certaines personnes autour du cadavre de Dillinger ont affirmé que le cadavre ne ressemblait nullement à ce dernier. Il ne faut pas oublier que le bandit avait reçu une balle dans le cou qui était ressortie sous son œil droit. On avançait que Jimmy Lawrence était disparu le même soir que Dillinger avait été abattu. Il semblait que même le père de Dillinger avait déclaré que le cadavre reçu à Morrisville n'était pas celui de son fils. Le mystère est devenu encore plus intriguant quand on apprend que Jimmy Lawrence ressemblait énormément à Dillinger et qu'il fréquentait également le Biograph Theater de Chicago. Les rapports d'autopsie ont été contestés. Le cadavre était prétendument trop grand et trop lourd. Les empreintes digitales semblaient ne pas correspondre. L'homme mort avait les yeux bruns, tandis que ceux de Dillinger étaient gris. Le FBI a affirmé que les empreintes digitales de Dillinger avaient été changées au moyen d'une chirurgie. Le rapport d'autopsie aurait aussi disparu pendant plus de 50 ans. J. Robert Nash a écrit le livre de Dillinger Dossier. Il croit que Dillinger n'a pas été tué le 22 juillet 1934. Son livre renferme une grande quantité d'informations. Il soutient qu'Anna Sage, Polly Hamilton et Louis Pickett, l'avocat de Dillinger, étaient tous les trois impliqués dans un complot. Polly Hamilton aurait attiré Jimmy Lawrence pour une soirée en sa compagnie, ce qu'il s'empressa d'accepter. Par la suite, Lawrence aurait été abattu par les agents fédéraux qui étaient certains d'avoir surpris Dillinger. En 1984, les dossiers d'autopsie ont été retrouvés par un employé dans l'ancienne morgue du comté. En 2006, la chaîne Discovery a relancé cette histoire. Est-ce que John Dillinger a réellement été tué en juillet 1934 à Chicago? Les experts se sont penchés sérieusement sur l'autopsie et tous les documents relatifs à cette affaire. Leur conclusion ne laisse aucune place au doute. John Dillinger a été abattu le 22 juillet 1934 à Chicago devant le Biograph Theater. John Dillinger a vu le jour le 22 juin 1903 à Indianapolis. Dès son enfance, il était un enfant rebelle qui défiait l'autorité. Durant son adolescence, il était souvent impliqué dans des bagarres. Il abandonna l'école pour travailler dans un atelier d'usinage, mais il ne parvient pas à s'adapter et à se discipliner. Souvent, il passait ses nuits à l'extérieur et était confronté aux policiers. Après un passage dans la marine, il choisit de déserter pour retourner à la vie civile. En 1924, avec son ami Ed Singleton, il tente de dévaliser une épicerie. Dillinger sera arrêté et accusé pour voies de fait et coups et blessures. À son grand désarroi, il sera condamné et fera presque 10 ans de prison.
À sa sortie, il était comme un chien enragé. L'Amérique entière allait le connaître. Il s'associa à plusieurs criminels endurcis pour braquer plus de 20 banques et 4 commissariats. Il s'évada 2 fois de prison et sema la terreur dans une partie des États-Unis. Il est devenu l'ennemi public numéro 1. Le Bureau d'investigation fédérale était activement à sa recherche. J. Edgar Hoover en a fait son dossier prioritaire. Les agents fédéraux ont cru plus d'une fois qu'il tenait John Dillinger, mais il est parvenu à s'échapper à chaque fois. Le 22 juillet 1934, John Dillinger avait rendez-vous avec son destin. Il est abattu dans une embuscade tendue par les agents fédéraux devant le Biograph Theater de Chicago. Une amie, Anna Sage, l'a trahi en révélant sa localisation et ses habitudes lors de ses soirées nocturnes. John Dillinger est l'un des gangsters les plus dangereux qui a sévi aux États-Unis. Il demeure une figure légendaire du crime durant les années 30.